Des fois, l'équilibre, ça n'existe pas nécessairement. Tu réalises que tu fais certaines choses un peu moins bien quand tu vas vite. Il faut toujours rester à l'écoute, il faut toujours rester à l'avant-garde. Il ne faut jamais fermer de porte. Une acquisition, des fois, tu ne décides pas de la faire. C'est elle qui décide si tu dois la faire ou pas. Je pense qu'une belle acquisition, des fois, c'est de pas en faire. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut éliminer l'ego et pas payer trop cher. D'accepter de les laisser aller et de laisser ton compétiteur payer trop cher. Je vous dirais que ça les positionne en très bonne position pour vous. L'événement pour vous dire merci. En toute transparence, je pense que je l'ai dit à peu près à tout le monde depuis le début de la soirée. Tu fais un podcast, tu regardes les chiffres des gens qui écoutent le podcast, mais tu n'as aucune idée si c'est vrai. Okay? Donc, tu ne sais pas si les gens existent pour vrai. Puis, de parler avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui, de juste comprendre que vous existez, que vous avez des business, puis que vous partagez un peu l'amour que j'ai puis l'amour des gens sur scène de parler du monde des affaires, ça me fait chaud au cœur. Donc, je voulais juste commencer pour vous remercier. La deuxième petite annonce que je veux faire, on a des... Qui a déjà écouté le podcast Hypercroissance ici? OK. Donc, vous savez que la dernière question que je pose à chaque fin de podcast, c'est quel livre a marqué un peu ton imaginaire? Bien, on a des petits livres à faire tirer, OK? Et d'ailleurs, que je veux vous parler, shameless plug, Dominique Gagnon qui vient de sortir son livre « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ». Ouais, on peut lui donner une main d'applaudissement. Beaucoup d'entrepreneurs dans la salle qui vont lire ce livre-là et que ça risque de vous marquer. On va le faire tirer. Donc, la seule chose que je vous demande, si vous voulez gagner un des 5 livres, et les 5 livres font partie des meilleures recommandations que nos invités nous ont données, vous avez simplement à aller sur LinkedIn, prenez une petite photo, dites que vous êtes à l'événement, taguez Podcast Hypercroissance, puis on fait tirer des gens d'ici la fin de la soirée. OK? Et on va commencer également, je vais vous parler un petit peu de nos partenaires et par la suite, on va lancer le premier panel. Donc, cet événement-là, vous le voyez, on a quand même mis du temps, mis des investissements, on a beaucoup de gens qui vont filmer, tout ça. Ça n'aurait pas pu avoir lieu sans nos incroyables partenaires. Je vais vous en nommer 2 pour commencer. Acombogo. Acombogo qui a plus de 40 000 entreprises qui utilisent leur service au Québec, qui est un logiciel comptable. Donc, je veux vous remercier d'avoir sponsorisé l'événement. C'est excessivement apprécié puis ça nous aide à faire une réunion avec tous ces gens d'affaires. Donc, Acombogo, merci beaucoup. Hello Darwin, des amis à moi incroyables qui ont eu une évolution incroyable de leur organisation. D'ailleurs, si vous cherchez une organisation qui peut vous aider à trouver des subventions, ils vous trouvent des subventions excessivement rapidement. Je pense qu'ils sont quasiment capables de garantir leur service. Donc, si vous travaillez avec eux, vous voulez une subvention, puis vous n'êtes pas capable de l'avoir, ils vont vous rembourser. Donc, allez voir également ce qu'ils font sur leur site Internet. Donc, je vais commencer avec 2 de nos partenaires. On nommera les prochains plus tard. On commence, premier panel pour parler de croissance par acquisition. Je vais juste vous les présenter, même s'ils n'ont plus vraiment besoin de présentation, nos différents panélistes. Simon Deben. Simon et ses 2 associés ont lancé une firme de TI en 2006. G-Soft, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de G-Soft, qui est maintenant Workleap, d'ailleurs. Il lance ça en 2006 avant de pivoter l'organisation quelques années plus tard et de se lancer dans la création de produits technologiques et dans la commercialisation de produits technologiques également. Workleap en 2024, j'en ai dit 5, je pense que c'est 6 maintenant, des logiciels technologiques que vous avez. ShareGate, Office Vibe, Workleap Skills, Workleap Pingboard, Workleap LMS et Workleap Onboarding. Plus de 120 millions de revenus US récurrents qui sont capables de faire avec leur organisation, plus de 20 000 clients desservis dans une centaine de pays du globe. Tout ça, au départ, ça s'est fait 100% autofinancé jusqu'à ce qu'ils changent un petit peu leur stratégie dans les derniers mois, dans les dernières années. Ils sont allés lever 125 millions de dollars avec la Caisse de dépôt pour partir en croissance par acquisition. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Simon, merci énormément d'être sur le panel d'Hypercroissance. Merci. Je fais un applaudissement. Merci, Thomas. Notre deuxième panéliste, puis je lui ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je le rencontre en face à face, c'est ma révélation de l'année, de la dernière année dans le monde des affaires. Avec sa famille, Vincent Kelly a racheté l'organisation familiale Sanivac en 2017. Il avait seulement 25 ans à ce moment-là. Et s'en est suivi une hyper-croissance exceptionnelle, comme rarement je les ai vus dans les dernières années en faisant des entretiens avec tous les gens qui sont venus sur le podcast. Je vais vous donner un petit peu de contexte. En 2022, Vincent il a acheté 9 entreprises.
Je pense que j'ai acheté plus d'entreprises de fois que j'ai acheté du linge, là, OK, là, dans une année. C'est pour dire. Son organisation a atteint des chiffres exceptionnels. Je pense que vous avez passé les 100 millions de chiffres d'affaires et il y a 32 ans. OK? Donc, si on veut parler de croissance par acquisition aujourd'hui, lui en achète une par mois. Je pense qu'il va être capable de vous donner un petit peu de contexte sur comment faire. Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Et notre dernier panéliste du premier panel d'hypercroissance, il est rendu tanné que je lui envoie des messages pour parler de croissance par acquisition, mais il est tellement bon là-dedans, il faut qu'il en parle. Vincent Godchal, CEO du groupe Legend Inventive, une entreprise spécialisée dans la transformation numérique. Leur groupe d'entreprises intègre des solutions d'affaires afin d'aider à propulser des entreprises ambitieuses partout à travers le monde. Depuis son arrivée dans l'entreprise, il me le dit, ils étaient 22. Lui s'est mis en marche, il a acheté des entreprises et jusqu'à maintenant, il a été impliqué dans près de 20 transactions. 50 d'entre elles ont été faites avec le groupe Legend Inventive et l'autre 50 via ta firme d'investissement Olivier Capital. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous parler aujourd'hui. Je le considère comme un ingénieur du monde des affaires. Vincent Godchal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc là, on a l'invité. Est-ce qu'on est prêt à lancer le panel? Tout le monde est prêt? Yes. Bon, parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une des raisons principales pourquoi ils venaient comprendre la croissance par acquisition. Je pense que ça va être excitant, on va en parler. Ça fascine beaucoup de gens. Quelques chiffres que je vous sors. En janvier 2023, dans un rapport assez éloquent, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, mieux connue sous le nom de la FCEI, disait que 76 des PME québécoises vont céder leur entreprise d'ici 2033. On parle ici de 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux qui vont devoir changer de main dans les 10 prochaines années. Parmi les chefs d'entreprise interrogés, 75 parlent de retraite, certes, mais également 22 disent céder leur entreprise par épuisement et seulement un dirigeant sur 10 dit avoir un plan de relève écrit et préparé. D'autres personnes comme Simon Plante, qui vont être avec nous sur le deuxième panel, parlent de la décennie des opérateurs au vu de l'opportunité qui se présente devant nous. C'est d'ailleurs le terme opportunité que je vais essayer d'exploiter avec nos différents panélistes aujourd'hui. Vincent Kelly, je me tourne vers toi, comme je l'ai dit plus tôt, 9 achats en 2022. J'imagine que tu en as vu des opportunités pour les gens qui sont avec nous, pour les gens qui vont écouter par la suite l'entretien à l'audio ou en vidéo. Comment qu'on arrive en tant qu'entrepreneur à les repérer, ces opportunités d'acquisition? Bonjour tout le monde. Premièrement, j'ai mal à la gorge, donc ça se peut que je m'arrête. Donc, merci pour l'invitation. Les acquisitions, il y a plusieurs méthodes, là, que ce soit par des agents, des courtiers, d'y aller en one-on-one, d'appeler. Je veux dire, c'est de connaître son marché, c'est la première chose qui est importante en affaires. Et par la suite, tu peux en faire des acquisitions. J'ai opté plus vers la version approche personnalisée. Donc, on cogne ou on téléphone jusqu'à temps que la personne dise oui. C'est pas mal comme ça. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, il veut pas. Là, tu sais à peu près combien sa compagnie peut valoir, puis il sait pas encore. Donc, c'est même arrivé que j'ai pitché des montants pour que... Oh, OK, il connaît ça. Donc, c'est vraiment... il y a plusieurs méthodes, là, mais nous, on l'a fait de cette façon-là, de connaître la cible, connaître ce que ça peut valoir et de l'approcher directement et d'être préparé avant de faire perdre de temps au monde. Là. C'est vraiment ça qui a été le plus important. Donc, nous, on l'a fait comme ça. On a eu aussi une de nos acquisitions qui a été faite via un courtier. Il y a plusieurs méthodes. On va en parler ici ce soir. Puis, juste pour être certain de bien explorer ce point-là avec toi, 9 acquisitions que tu as faites en 2022, c'est quoi le cycle de vente pour une transaction au final de votre côté? Est-ce que tu appelles, tu connectes avec la personne et en l'espace de quelques semaines, ça peut se faire? Est-ce qu'on parle de plusieurs mois, de trimestres? Peut-être je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur le laps de temps que ça te prend de ton côté pour compléter ces transactions-là. Oui, bien, tout dépend de la taille de l'entreprise là, que tu cherches, là, la cible que tu cherches à acquérir. Tout dépend de ça. Là, est-ce que c'est une entreprise que tu vas acheter les actifs ou les actions? Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à savoir là, lors de processus d'acquisition. Si c'est des actifs, c'est beaucoup plus simple. Si c'est des actions, c'est plus long. Il y a un due diligence qui est plus élaboré à faire. Donc, c'est vraiment là qu'il faut se positionner, actif ou action. Et par la suite, on prend le temps de bien analyser. On fait un calendrier, pas
pas là, sur l'évolution du projet avec la cible. Là, un coup qu'on a pu s'entendre et qu'on a passé d'un NDA à peut-être un contrat préliminaire ou pas, là, tout dépendant. Mais c'est vraiment de décider, c'est-tu des actifs ou des actions, et d'avoir le financement déjà préparé d'avance. Je pense que c'est la meilleure chose parce qu'en 2024, tout va vite. Donc, quelqu'un qui arrive pas préparé, qui n'a pas son financement ou qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire une acquisition, va faire perdre du temps au vendeur parce que le vendeur peut se tourner demain matin et trouver quelqu'un dans ton domaine qui va l'acheter en 2 secondes, soit par une marge de crédit ou peu importe, ou carrément des liquidités qui ont déjà été mises en place là, pour pouvoir faire le move. Alors, c'est vraiment les 2 choses là, qu'on a remarquées. Liquidité préparée, déterminer la cible, regarder si c'est des actifs ou des actions. Je vous conseille les actifs. Ben, c'est la vie. Donc, c'est des choses comme ça qu'on met en place et qu'on apprend d'avance. Puis avant de me tourner vers Simon, je veux juste terminer la parenthèse ici. Tu parles d'actifs, c'est surtout ça que vous avez acheté depuis le départ et non des actions. Est-ce que c'est ça qui s'est déroulé? 50-50. OK, intéressant. Vas-y. On pourra en parler plus tard, mais il y a une autre affaire d'impôt. Donc, c'est plus vraiment toi qui décides. Tu aimerais bien décider en tant qu'acheteur, mais c'est souvent le vendeur qui va vouloir vendre ses actions là, parce que souvent, surtout si c'est la décennie des ventes, ces personnes-là qui vendent juste une fois dans leur vie. Alors, ils veulent profiter de payer le moins d'impôts possible. Alors, c'est de la négociation, mais des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour s'éviter des maux de tête en achetant des actifs à prix plus élevé. Intéressant. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, on va vous donner la possibilité de poser des questions si vous voulez. À la fin, il va y avoir un micro à la fin du panel, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour nos 3 panélistes. Simon Desbennes, je me tourne vers toi maintenant. Bon, Workleap, comme je l'ai dit plus tôt, anciennement connu sous le nom de GSoft, a bâti quasiment l'entièreté de sa suite de produits avec son propre argent. Hey, félicitations. Bootstrap à 100 millions de revenus en tech. J'ai pas vu beaucoup de gens faire ça, OK? Vous avez toujours été bootstrap, comme je l'ai mentionné, mais bon, la stratégie a changé et je pense que ça a commencé, tu me l'avais dit, en février 2023. Vous avez annoncé l'acquisition de Didact, une plateforme montréalaise d'apprentissage en ligne. On utilise le terme LMS dans le domaine. Vous avez d'ailleurs renommé le tout Workleap LMS. 4 mois plus tard, j'ai bien regardé, vous annoncez avoir levé 100 millions de dollars avec la Caisse de dépôt. On parle d'opportunités, encore une fois, sur le panel. Qu'est-ce qui s'est dessiné dans le marché pour se dire, finalement, on change une stratégie qu'on avait mise en place depuis le début, depuis 2006. Et là, pour les années à venir, pour 2024, les 5, 6, 7 prochaines années, on change un peu l'approche. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est dessiné de votre côté? Merci de l'invitation, premièrement. Je dois avouer, j'ai toujours détesté faire des acquisitions. Pour moi, c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. J'ai toujours insisté pour qu'on bâtisse tout nous-mêmes. Et je sais pas, il y a sûrement des ingénieurs ici, là, mais c'est quand même le fun de bâtir ses propres choses. Et je pense que à un certain point, personnellement, j'ai réalisé que cette préférence peut-être plus personnelle, elle allait peut-être à l'encontre de notre potentiel comme organisation. Puis tu arrives à une certaine taille, comme tu as mentionné, ça a dépassé tout ce qu'on a pu imaginer. Puis tu arrives à un moment où est-ce que, les prochaines étapes, ça va être quoi? On a des super bons produits, on peut continuer à les faire évoluer, puis il y a encore bien du gaz dans le tank, plein de potentiel, mais bâtir des produits à partir de rien, ça prend du temps. Tu sais, un ShareGate puis un Office Vibe, ça s'est pas bâti en 1 an, puis boum, ça a été plein de petits échecs, puis on recommence, puis fait que c'est long. Fait que quand tu arrives à ton 100 millions, tu dis comment je me rends à 200, oui, tu peux bâtir des nouveaux produits, tu peux faire évoluer tes produits, mais ça reste que il existe des belles business. Il y a des super belles. Vous en connaissez, on en connaît. Puis c'est pas vrai que c'est juste chez nous qu'on a fait des beaux produits. Il y en a ailleurs. Puis je pense qu'on a juste reconnu ça. Et c'est une manière pour nous d'accélérer l'entreprise vers une nouvelle étape. Puis, fait que pour moi, c'était c'est comme il a fallu que j'accepte qu'on allait accueillir au sein de notre entreprise des nouveaux produits. Puis je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez excitant d'un point de vue engineering, puis pas juste engineering dans le code, mais comment on accroche ce nouveau produit-là à l'organisation. C'est quand même un beau puzzle à résoudre. Et c'est pas vrai que tous les business sont toutes parfaitement, comme tout est clean, tout est parfait. Une business, c'est un peu chaotique.
Puis il faut accepter ce chaos-là. Puis quand on l'accepte, on est capable de naviguer à travers ce chaos-là, puis on est capable d'acquérir une business puis venir la greffer, on est capable de créer des compagnies incroyables. Puis moi, je suis un fan de Atlassian. Il y a des gens peut-être ici qui utilisent Jira, Confluence, des produits, une compagnie australienne, une histoire qui nous ressemble beaucoup. Eux autres, tu le sens, là, tu te promènes dans ce produit-là, c'est patché. Là, tu vois qu'il y en a eu des maux de tête, mais ils ont réussi quand même à créer un écosystème qui aujourd'hui est une des business en tech les plus valorisés et qui est utilisé partout, quand même, somme toute, assez apprécié. Fait que Puis, je rajouterais aussi qu'on est quand même chanceux, on a eu comme je pense qu'ils appellent ça le ZERP, là, on a eu une décennie de plein de business qui se sont construites, là, genre avec de l'argent qui était cheap. Puis là, il y a eu plein de startups à travers le monde qui ont popé d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, la réalité a frappé. Puis aujourd'hui, on se retrouve où est-ce qu'il y en a peut-être trop. Puis c'est pas que c'est pas des bonnes business, mais il n'y a pas de l'argent pour tous ces business-là. Et là, on rentre dans un cycle d'opportunités qui va peut-être pas durer à l'infini, mais il y a des belles business out there qui n'ont pas nécessairement les moyens de continuer d'eux-mêmes, mais qui peuvent se joindre à une autre organisation puis faire des 1 + 1 égale 3. Intéressant. Puis c'est vrai que c'est assez fascinant de t'écouter parler sur toute la dynamique qui s'était créée en 2021, où est-ce que, effectivement, les taux d'intérêt étaient à quasiment 0%. Beaucoup de choses sont lancées. Et là, en ce moment, il y a un peu le retour du balancier. Puis c'est là que vous vous positionnez avec tout l'argent que vous avez levé. J'imagine qu'il y a peut-être même des entreprises à bon marché qui, il y a quelques années de ça, t'auraient payé 3 fois le prix pour l'avoir, là. Ouais. Bien, il y a certainement des bons deals. Mais en tech, y a-tu vraiment des bons deals? C'est toujours un gamble. C'est ça tu sais, il faut vraiment que les as soient alignés quand tu fais des acquisitions. Même, tu sais, tu peux acheter une super de belle business. Et ça reste que. Est-ce que tu vas être capable de. Est-ce que tu vas être capable de l'acquérir? Ça, c'est déjà. Tu sais, c'est comme un funnel de vente. Tu approches des compagnies, il y en a plein. C'est rare que tu te rends à la fin. Il n'y a pas. Fait que tu peux pas vraiment juste te fier là-dessus, à part si tu es rodé et que tu as trouvé la recette pour te crack the code pour le faire. Nous, on l'a fait 2 fois. Je peux pas dire qu'on est rendu les meilleurs à le faire. Puis après ça, une fois que tu l'as acheté, d'intégrer ça dans ton écosystème, ça, c'est un autre casse-tête. Puis, fait il y a beaucoup de si. Mais ça reste que quand tu réussis à l'exécuter, c'est un levier. Puis tu es capable d'aller chercher du marché beaucoup plus rapidement que si tu faisais les choses toi-même. Parlant de levier, Vincent Godchard, de ton côté, toi, la croissance par acquisition, ça te connaît très bien et ça depuis assez longtemps. Chaque fois qu'on parle ensemble, tu me parlais de ce fameux effet de levier. Pour donner peut-être un petit peu de contexte à l'audience, tu rejoins Logient en 2014, je pense. 22 employés, comme je le disais un petit peu plus tôt. En 2021, la première fois que j'avais eu Vincent sur le podcast, on décortiquait ensemble comment il avait été capable de faire croître l'organisation dans les 7 dernières années. Il m'a dit, c'est pas compliqué, Antoine, j'ai fait 8 acquisitions. Ouais, c'est bon. Tu rentres en 2014, 7 ans plus tard, 8 acquisitions. C'est bien. Depuis 2021, je pense que c'est 4 autres nouveaux achats que vous avez été capable de compléter pour mener à 12 le nombre d'acquisitions totales pour Logient Inventive. Ces 12 acquisitions vous ont permis, à travers les années, de devenir un one-stop shop pour vos clients. Ambition que tu m'avais dit dès le départ que tu avais de ton côté. Tu as commencé très tôt chez Logient avec les acquisitions. La question que j'aurais pour toi, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se poser cette question-là dans la salle, l'acquisition, la croissance par acquisition, est-ce qu'on se lance là-dedans quand on a atteint 100 millions de revenus? Est-ce qu'on peut le faire quand on est plus petit? C'est quand le bon moment? Quels sont les indicateurs qu'on doit regarder quand on veut se lancer en croissance par acquisition? Oui, merci. À mon tour, merci. Bien content d'être là avec vous autres ce soir. Petit commentaire. Finalement, t'aimes ça, la M&A, hein? Je t'entendais en parler, t'aimes ça. C'est un bon moment? Non, je pense pas. La réalité, c'est qu'il faut que ça fasse partie du plan. Il faut que ça fasse partie de votre stratégie de croissance, puis il faut embarquer les 2 pieds dedans, je pense. Du moins, nous, je fais le parallèle avec Workleap parce que ça fait un petit bout qu'on se connaît, puis on suit l'histoire de Workleap de près quand même. Puis c'est intéressant parce que le modèle de croissance qui a été très organique, nous, on a décidé de faire complètement l'inverse. C'est-à-dire de peut-être être un petit peu moins patient, mais d'aller acheter des plus petites compagnies au début pour les faire grandir au sein de notre écosystème. Donc, quand on a fait la première, on était une 20aine de personnes. Je pense pas qu'il y a un bon moment
peut-être juste un conseil par rapport à quand vous commencez à faire du M&A à une très petite taille, gardez en tête que les ressources sont quand même assez limitées, là. T'sais, vous n'aurez pas une grosse équipe légale, une grosse équipe de change management, puis fait que ça va prendre beaucoup de votre temps. Moi, la première que j'ai faite, je me rappelle, là, jusqu'au jour où ils rentrent dans nos bureaux, j'avais oublié qu'il fallait que je déménage leurs meubles puis leurs affaires. Fait qu'on est allé louer un camion, on est amené le stock au bureau, puis j'ai fait comme tabarouette, qu'est-ce que je viens de faire là? Puis, fait qu'il y a plein d'imprévus. Ça, c'est le défi de le faire avec à une taille d'entreprise qui est plus petite. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu es 22 puis tu achètes une business de 8, ben, tu viens de faire fois 1,5. Ben oui, fait que, ça va vite, là. Ça va vite. Puis nous, notre stratégie, ça a été celle-là. Ça a été de faire des petites acquisitions basées sur un plan d'expansion qui allait venir ajouter de l'expertise. On est une organisation de services. Fait qu'ultimement, au lieu d'embaucher des individus, on le sait en service, là, pour gagner des contrats, c'est tough. La première chose que tu te fais demander, c'est combien de fois tu l'as fait avant. Puis quand tu réponds, ben je l'ai jamais fait, mais j'ai quelqu'un qui est bon. Puis c'est tough, t'sais. Fait qu'en service, c'est sûr que le M&A, ça nous a amené non seulement des talents, mais un portfolio de réalisation qu'on est capable de mettre ensemble, puis c'est un accélérateur pour nous. Fait que ça a été notre stratégie au fil des années pour faire cette croissance-là. Une stratégie qui a bien fonctionné. Puis bon, question que je poserai à vous trois, messieurs. Pour croître par acquisition, habituellement, on le fait pour atteindre un des 4 objectifs que je vais mentionner. Augmenter nos parts de marché dans une catégorie dans laquelle on opère. On achète un compétiteur, ça, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien. Augmenter notre offre de service ou encore notre offre de produits. Vincent, je pense que c'est la stratégie que tu as mis en place. Ou intégrer un nouveau marché géographique. On peut acheter un compétiteur ou une organisation qui est établie dans un autre pays. Chacun d'entre vous, vous avez utilisé des approches qui vous correspondent. Vincent, tu t'occupes maintenant, ou tu occupes quasiment maintenant l'entièreté du Québec, je pense, avec tes différentes entreprises. Simon, toi, tu continues d'essayer d'augmenter le portfolio tech que vous avez chez Workly. Puis toi, Vincent, tu continues d'ajouter des services complémentaires à ce que vous faites continuellement, parce que je pense que vous n'avez pas terminé de faire vos acquisitions. J'ai quelques questions pour vous reliées à cette stratégie. Je commence avec toi, Simon. Qu'est-ce qui vous a poussé davantage à vouloir opter pour l'option 2, celle de vouloir augmenter notre suite de produits technologiques? Je fais l'argument inverse en me disant, il n'y aurait pas eu, disons, possibilité, parce que je pense que ShareGate, c'est votre plus grosse entreprise parmi toutes celles que vous avez, de se dire, on va acheter un ShareGate, un compétiteur à ShareGate, juste pour être encore plus présent dans cette catégorie-là, au lieu de s'attaquer à d'autres catégories, chose que vous avez faite. Ben, pour être honnête, dans le cas de ShareGate, on a pas mal détruit la compétition. Il n'y en a plus, là. Dans la dernière décennie. Fait que ça a bien été. Nous, on vient vraiment d'un désir d'augmenter l'offre qu'on a à travers nos produits. Fait que c'est sûr que s'il y avait un compétiteur à acheter puis que ça fait du sens, on va le considérer. Mais c'est sûr que nous, notre désir, c'est d'amener plus de valeur dans les mains de nos clients. Puis c'est l'idée aussi on est en train de bâtir la plateforme Workly, qui est vraiment aujourd'hui, nos produits c'est vraiment des produits séparés. On est en train de créer une plateforme ça va être une seule expérience pour naviguer à travers tous nos produits. Et aujourd'hui, ça devient pour nous la fondation sur laquelle nos acquisitions vont venir s'appuyer. Puis ça, quand tu parles de stratégie, quand tu rentres en mode acquisition, t'es bien mieux d'avoir une idée claire de ce que tu vas faire avec ce que tu vas acheter. Parce que si ça devient une business à part qui roule tout seul, c'est très difficile de justifier le prix que tu vas payer. Dans notre domaine, en tech, avec des produits SaaS comme ça, il faut que tu crées le 1 + 1 fait 3. Il faut que tu arrives à créer de la synergie. Il faut qu'il y ait un levier. Fait qu'on... Puis je l'ai dit juste avant, trouver des acquisitions potentielles, là, c'est du travail. Là. On a des gens temps plein qui font canaliser des business, les évaluer, leur parler, puis là, il faut que le monde réponde. Le monde nous répond quand même, on a comme une bonne réputation, les gens ils ont confiance, ils vont voir ce qu'on fait. Mais tu sais, les discussions pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, là, bonne chance. Là. Bien sûr. J'aimerais parler d'un point avec toi, parce que c'est intéressant, votre stratégie, d'intégrer toute cette suite de produits technologiques sur des besoins que vos clients vont avoir.
Est-ce que jusqu'à maintenant, puis je pense que c'est l'analyse qu'on est capable de faire de l'externe, c'est que tu vas être capable, on va utiliser le terme en anglais, de cross-sell tes clients sur différents services qui vont se dérouler. J'imagine que ça fait partie de la stratégie de base, de la prémisse derrière ces acquisitions. Est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment capable, sans nécessairement investir plus de dollars marketing, mais d'intégrer une business avec l'autre parce que vous possédez déjà le client? Ben, juste aujourd'hui, le fait qu'on ait unifié le brand sous Workleaf, ça nous aide déjà. Okay. Mais c'est sûr que présentement, le fait que nos produits soient des expériences différentes, même si les clients t'aiment beaucoup, leur dire qu'ils ont un autre produit à mettre en place, setupé, configuré, ils sont comme « Hey, on vous aime beaucoup, mais on n'a pas le temps. » Fait que l'attente est tellement haute que pour nous, créer une expérience qui est beaucoup plus intégrée entre nos produits était comme... C'est le cost of doing business aujourd'hui. À ton point sur... comme qu'est-ce qui est arrivé là, je reviens à la dernière décennie, l'argent était cheap. Les compagnies avaient des sous. L'achat de software, là, c'était sans arrêt. Le monde ne regardait même pas. Ils achètent des softwares. Là, on s'est retrouvé dans une économie beaucoup plus difficile. Puis les compagnies ont commencé à regarder comme est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser un software au lieu d'en utiliser 5 différents. Fait qu'il y a une espèce de consolidation. Puis pour nous, le move d'avoir plus de valeur au sein de Workleaf, puis il y a un petit côté défensif on ne peut plus être une solution très nichée pour nos clients. Il faut être une solution qui amène plus de valeur. Et pour amener plus de valeur, ben là, faut que tu crées des nouveaux produits. On ne peut pas tous les créer. On aimerait en créer plein. Ça reste que pour ceux qui en font ici du produit, c'est long. C'est pas évident. Fait que quand tu en achètes, c'est une autre manière de pouvoir diversifier l'offre puis d'être capable d'arriver avec ton client puis qu'il fasse comme OK, avant vous faisiez juste une chose, maintenant vous en faites 5, fait que je vais être capable de me débarrasser de ça, pour tout mettre dans Workleaf. Merci beaucoup. C'est moins cher, c'est moins de troubles, plus facile à utiliser. Fait qu'il y a aussi, tu sais, on le fait parce que je pense qu'on était rendu là comme entreprise, mais il y a aussi faut écouter le marché. Bien sûr. Le marché nous aurait forcé de toute façon à aller là, parce que les compagnies sont beaucoup plus strictes maintenant sur la quantité de software qu'ils vont acheter. Bien sûr. Puis juste pour terminer là-dessus, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul qui se pose la question. Le rebranding Workleaf, moi, j'ai trouvé que ça s'est excessivement bien fait, même que j'ai quasiment oublié votre ancien nom. Si tu avais à nous parler un peu là, du après-rebranding, est-ce que vous êtes content de comment ça s'est fait? Est-ce que ça aide finalement vos clients à intégrer les autres outils plus facilement? Ben moi, je suis, honnêtement, tu sais, G-Soft, ça vient de G-Unit, c'est un groupe de rap. Début 2000. Je veux pas, tu sais, un nom d'entreprise, c'est ce que tu en fais qui va, tu peux redéfinir ce que t'es, puis, fait que j'étais pas tant inquiet, puis on a la chance et la malchance que G-Soft, c'était une marque employeur au Québec. Nos clients sont dans une centaine de pays, principalement Canada, États-Unis, mais Europe, ils nous connaissent pas pour G-Soft. Fait que c'est sûr que le risque pour nous, c'était peut-être les gens qui cherchent une job vont moins nous retrouver qu'avant, mais ça reste que les gens nous connaissaient pour ShareGate, Office Vibe principalement, puis les noms sont restés encore, c'est Workleaf, Office Vibe. Mais le fait qu'on ait un Workleaf qui vient unifier tout l'ensemble des produits, ça, mentalement, pour les clients, c'est beaucoup plus simple. Parce que là, c'était OK, mais là, j'ai Office Vibe, mais là, c'est Office Vibe by G-Soft, mais G-Soft, c'est quoi ça, G-Soft? Puis là, tu rencontres des gens qui sont comme, hey, j'utilise un peu. Tu sais, ils viennent de réaliser qu'ils utilisent Office Vibe depuis toujours. Puis là, ils sont comme, c'est vous autres, ça? Là, t'es comme, ah, ouais, c'est nous, merci. Fait que c'était dur pour nous de se faire, d'être valorisés pour ce qu'on fait. Puis Bien sûr. Puis c'est notre faute, là. La vie avance, ça va vite, puis ça devient un peu un chaos parce que les choses arrivent. T'as pas le temps de tout régler la dette au fur et à mesure que la compagnie grandit. Puis on s'est retrouvé avec une dette de brand qu'on devait régler, puis on a arraché le pansement d'un seul coup. Puis aujourd'hui, all good. Moi, je suis... All good. C'est l'anecdote de la soirée. G-Soft, c'était pour G-Unit. Ça, il faut s'en rappeler, OK? Ça, il faut s'en rappeler. Vous le saviez? Moi, je ne le savais pas. On s'en doutait. Vincent Gotchard, de votre côté, les acquisitions étaient continuellement faites pour bâtir plus de lignes de service, comme Simon voulait bâtir plus de lignes de produits. Ta prochaine phase d'acquisition, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de regarder pour croître
À l'international, tu me disais la dernière fois qu'on a discuté que vous avez fait l'acquisition d'une entreprise en Tunisie. Donc, est-ce qu'on est en train de regarder pour s'étendre dans d'autres pays, s'étendre dans d'autres marchés aussi? Oui, c'est sûr que nous, on est comme un peu un turning point là, dans l'histoire de Logian où on a ajouté beaucoup d'expertise. Puis à un certain moment, on a toujours eu cette vision-là dans le fond, d'accompagner nos clients le plus longtemps possible dans le plus large spectre possible de leur écosystème technologique. Fait que, de faire du ERP, de faire du CRM, puis d'aller dans du custom, puis de l'app mobile, puis du IoT. À un certain moment, ça devient lourd aussi à maintenir, toutes ces expertises-là, puis on ne peut pas être bon dans tout, évidemment. Fait que je dirais que la dernière acquisition qu'on a fait, effectivement, qui est sous Talent, celle en février, venait peut-être être la dernière acquisition qui va dans ce sens-là. Puis, dorénavant, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est plus une croissance qui va être en profondeur. Donc, potentiellement, d'acheter des compétiteurs qui font déjà ce qu'on fait, puis dans d'autres géographies. Absolument. Fait que nous, en ce moment, on est Montréal, Québec, Tunis. On a également ouvert des bureaux à Mérida, au Mexique. Puis là, on regarde évidemment le marché américain. Depuis longtemps, c'est dur. On parlait avec Dominique, justement, dernièrement. Mais c'est dur de pénétrer le marché. Puis je pense qu'on parle d'acquisition, mais probablement que la voie de l'acquisition, c'est la meilleure façon. Bien sûr. Ben, c'est dur de s'implanter parce qu'on ne sait pas par où le prendre, ben honnêtement. Moi, tu sais, c'est grand, les États-Unis. Fait que là, tu cibles des marchés, tu cibles des régions. Tu as un pied à terre. Les investissements sont chers comparativement à, dans le nord de l'Afrique, quand on a ouvert des bureaux, ben déjà là, le coût du dollar est pas mal plus petit. Fait que tu as un certain droit à l'erreur, je dirais. Quand tu le compares à des marchés où le coût du dollar est pas mal plus haut, ben, tu as moins de flexibilité, moins de marge de manœuvre. Fait que je pense que le M&A, ce que ça vient faire dans une ouverture de marché, c'est que tu gagnes aussi des gens locaux qui comprennent la culture, qui ont des réalisations locales. Le Buy America, il est important. Là. Puis tu débarques là-bas, puis ultimement, tu viens de gagner tout ça en même temps en faisant une acquisition. Fait que nous, c'est sûr et certain que ça fait partie c'est sur notre radar de faire une acquisition aux États-Unis. Fait que vous avez la suite de lignes de service. Maintenant, on veut juste augmenter le volume de ces mêmes lignes de service. Oui, c'est comme si notre fondation est solide là, en ce moment. Puis là, on veut bâtir dessus puis ajouter effectivement plus d'expertise, pas diversifier les expertises, mais ajouter en profondeur de l'expertise qu'on a. Fascinant. Vincent, Kelly, tu m'avais dit dans un podcast que ton objectif, c'était de voir ton entreprise partout au Québec. Je pense que c'est pour cette raison-là que tu avais commencé à faire des acquisitions. Tu es pas mal rendu partout au Québec, là. Tu es pas mal le seul joueur dans ton domaine. Non, il y a beaucoup de compétition, mais... Y a-tu 9 autres acquisitions qui t'attendent en 2024 ou... Non, on prend notre temps. On prend notre temps. On ralentit, on respire, puis on profite un peu de la famille. Ça a l'air que ça en prend un peu du temps. Alors, c'est ça, on est là, on prend notre temps, on balance, on a donné un gros coup. Des fois, l'équilibre, ça n'existe pas nécessairement ou pas en tout temps. Donc, on a donné un coup, là, on peaufine, on améliore, puis il faut y aller par escalier, hein, des acquisitions, que tu en fasses une ou que tu en fasses 3 dans la même année ou peu importe, c'est une chose, mais l'année d'après, fais-en pas. Vas-y d'un coup pour plusieurs ou pour une ou peu importe, mais après ça... Consolide, là. Ben oui, mais améliore, peaufine, puis tu vas réaliser assez vite que tu réalises que tu fais certaines choses un peu moins bien quand tu vas vite. Alors, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps de peaufiner, d'améliorer autant les processus, les procédures. Il y en a des économies. Hein. C'est quand c'est rendu que tu peux grossir ta ligne du bas seulement en regardant ce que tu fais. Tu réalises que il n'y a pas juste des acquisitions qui sont importantes. Hein. Tu peux attaquer l'entreprise et ses bénéfices par plusieurs façons. Donc, on est beaucoup plus en mode amélioration qu'en mode acquisition présentement. Mais il faut toujours rester à l'écoute, il faut toujours rester à l'avant-garde, regarder ce qui se passe. Puis il ne faut jamais fermer de porte. Puis, veux pas, une acquisition, des fois,
tu ne décides pas de la faire. C'est elle qui décide si tu dois la faire ou pas. Je pense qu'une belle acquisition, des fois, c'est de pas en faire. Donc, faut vraiment prendre le temps. Faut éliminer l'ego et pas payer trop cher. Je pense que c'est la première affaire à faire en acquisition, là, c'est d'accepter de les laisser aller et de laisser ton compétiteur payer trop cher. Je vous dirais que ça les positionne en très bonne position pour vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Oui, souvent. Donc, c'est important. Des fois aussi, c'est de faire partie des enchères, puis d'aider à ce que ça monte pour pas acheter. Alors, ça aussi, ça peut être une belle stratégie. J'aime Donc, ça. prenez le temps de savoir c'est quoi vous êtes prêt à payer, de rester dans quelque chose qui vous ressemble, dans quelque chose qui va être remboursable, qui va bien se rembourser. Puis il faut penser aussi que en 2020, on pensait pas qu'il y aurait une pandémie, là. Mais entre 2020 et 2022, là, le coût de la vie a explosé, la vie a complètement changé. Mais imaginez une entreprise que vous avez projeté d'acheter et de rembourser sur 4 ans, 5 ans, peu importe, et que vous avez été gourmand et vous avez décidé de la rembourser en 6-7 ans. Ben, 7 ans aujourd'hui, là, c'est un monde infini qui peut se passer en 7 ans. Donc, l'avenir, on la connaît pas. Alors, faut rester dans le raisonnable, rester dans quelque chose qui est logique, qui est faisable, qui vous positionne pas en position de danger. Parce que, veux pas, quand tu essaies d'atteindre le sommet, ben, tes compétiteurs ou peu importe qui vont essayer de te voir le descendre, le sommet. Alors, autant pour toi que pour ta position dans le marché, c'est important de faire attention puis de toujours assurer tes arrières et d'y aller une étape à la fois. En montant en escalier, c'est carrément ça. On a donné un coup, on peaufine l'escalier, on redonnera le prochain coup quand on sera prêt. C'est-tu dans 1 an? C'est-tu dans 5 ans? On ne le sait pas encore. Puis c'est le fun, respirer. Hein? Ouais. Donc là, est-ce que ça veut dire que on prend un break pendant un certain nombre d'années ou on a déjà une stratégie de croissance par acquisition qui arrive dans les années qui vont peut-être être plus 2025-2026? Ouais, ben, c'est parce que j'ai dit prendre un break, mais de l'autre côté, je suis en train de partir une autre entreprise, puis c'est partir une autre compagnie, puis là, on veut bâtir un head office, puis c'est tout ça en même temps. Là. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, c'est correct, mais pour mon équipe, je les laisse ralentir un peu. Donc, on prend le temps de regarder aussi l'équipe. Hein, veut pas, c'est pas nous, là, en bout de ligne. L'entrepreneur, là, il peut bien dire on y va, on s'en va à la guerre, mais l'équipe, est-ce qu'elle suit, puis elle a besoin de respirer, puis il veut pas. Je connais pas vos modèles d'affaires, mais nous, le modèle d'affaires, c'est seulement ma soeur, mon cousin et moi. On n'a pas d'actionnaire dans l'entreprise. On est 3 copropriétaires avec la banque. C'est tout. Donc, veut pas, entouré d'une grande équipe qui nous aide à faire fonctionner ça et le faire fonctionner à tous les jours dans une entreprise de service. Là, pour ceux qui le savent, une entreprise de service, c'est vraiment agréable. C'est ça. Faut que tu donnes du service. Alors, pour donner du service, ben, des fois, il faut pas brûler le monde. Et quand tu n'es pas propriétaire ou quand tu n'as pas de co-actionnaire avec toi pour la runner, la business, ben, il faut aussi aller à la vitesse d'un employé. Là. Donc, ça aussi, ça peut être un enjeu de respecter chacun des membres d'équipe, mais respecter aussi sa position dans l'entreprise puis qu'est-ce qu'il est prêt à offrir en fonction de ce qu'il peut en retirer dans l'entreprise. Alors, c'est un peu ça. On y va une étape à la fois. On regarde le marché, je regarde les départements. Nous, on a toujours resté dans des départements qu'on connaît, dans des choses qu'on est. Veut pas, on a commencé par un Sanivac à un endroit avec plusieurs types de services. On a grossi la gamme de services, mais pas tellement. On a surtout grossi les parts de marché dans chacun de ces services-là pour par la suite réaliser que c'est bien beau d'essayer d'avoir X% du marché dans tel service qu'on offre, mais en bout de ligne, à un moment donné, tu te bats pour des pinottes, puis tu fais juste couper les prix pour réussir à en avoir plus. Alors, c'est une question de géographie. Nous, on a décidé, on va reproduire des Sanivac un peu partout ailleurs, dans des endroits qu'on n'a pas de part de marché. Et on a commencé par des entreprises. On a fait les acquisitions de ces entreprises-là, presque tous dans le même secteur d'activité, pour par la suite vraiment commencer à déployer d'autres types de services que Sanivac offre en travers de ces entreprises-là. Donc, ce que ça prenait, c'était des gros garages, parce qu'on voulait amener d'autres sortes de services qui allaient requérir plus de terrain, plus de garages. Donc, il y a eu il y a une bonne fondation qui devait être créée en 2022-2023 pendant les acquisitions pour permettre la croissance par la suite de ces départements-là. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Alors, aujourd'hui, on s'est positionné comme entreprise
comme une entreprise qui n'a pas nécessairement besoin de faire des acquisitions demain matin parce que les portes qu'on s'est ouvertes par ces acquisitions-là nous permettent d'apporter d'autres de nos services, puis on pourrait presque faire 1 fois et demie, 2 fois la taille de la compagnie présentement, seulement par les autres services qu'on va apporter graduellement avec le temps dans ces places d'affaires-là. Alors, il y a eu un gros coup. C'est ça, être entrepreneur, il y a un gros coup de départ. Nous, les gros coups de départ, ça a été des bâtisses, des terrains, trop grands, mais le trop grand permet des fois d'éviter de déménager, d'éviter de te localiser, des demandes de permis, des demandes de CA, plusieurs choses. Donc, il y avait une certaine pression de créer. Mais quand on regarde l'immobilier industriel aujourd'hui, si le prix est payé juste au début, écoute, je regarde mes évaluations aujourd'hui, je suis bien heureux. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de l'effet de levier tout à l'heure, Vincent, c'est ça qui se déroule. Plus que tu es gros, et que tu es capable par la suite d'aller intégrer encore plus de services et d'avoir encore plus de possibilités de pouvoir faire des acquisitions par la suite. Le temps file, messieurs. J'aimerais vous entendre parce que, est-ce qu'il y a des gens ici, quand les écoutant, ils ont envie d'acheter des business? La croissance par acquisition? Ouais, bon, c'est ce que je me dis. C'est vraiment facile. Ouais. Donc là, tu as montré le beau côté. On va essayer de parler du côté un petit peu moins beau. OK? Donc, tout le monde va vouloir se lancer dans la croissance par acquisition. Ils vont tous s'acheter entre eux. Là, c'est ça qui va se dérouler. Vincent, je voudrais peut-être commencer par toi. Tu m'avais dit une chose un jour qui m'avait vraiment marqué l'esprit. L'erreur que les entrepreneurs font, c'est qu'ils se focusent trop sur l'acquisition et non sur l'intégration. Donc, moi, j'aimerais ouvrir la discussion ici pour terminer le panel sur les choses à ne pas faire, les red flags. Qu'est-ce que les entrepreneurs dans la salle qui veulent se mettre à acheter des business doivent savoir? Je commence avec toi ici, Vincent Gotchard. Tu aurais 3 red flags à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui veulent se mettre à acheter des business, à croître par acquisition. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour ne pas refaire peut-être des erreurs que tu as faites dans le passé? Oui, j'en ai fait des erreurs. Je pense que la première chose, c'est de comprendre pourquoi vous voulez faire cette acquisition-là. Fait que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de perdre ça dans le process, là, dans le processus d'achat. On oublie parce que là, on a comme déjà un bras dans le tordeur, puis on a dépensé des frais d'avocat, puis de fiscaliste, puis là, on pousse un peu pour la transaction. Fait que gardez toujours en tête pourquoi vous la faites. Il y a une raison stratégique. Là, on parlait tantôt de 1 + 1 = 3. Ben, quand vous envoyez la lettre d'intention au début, là, si c'est 1 + 1 là vaut 3, il faut que ça soit la même formule à la fin, quand on arrive au closing. Fait que, je pense que des fois, on va négocier des choses, il y a des paramètres qui vont changer, mais il faut garder vraiment en tête le pourquoi. Après ça, je pense qu'une transaction, du moins dans notre domaine, en service, c'est un peu comme un mariage, là, qu'on le veuille ou non, que l'autre personne reste ou non, que le vendeur qui reste après la transaction ou non. Le vendeur a quand même instauré une culture dans une organisation, puis c'est beaucoup à son image. Qu'on le veuille ou non comme CEO ou comme président, ben, l'organisation nous ressemble beaucoup dans nos valeurs, dans nos façons d'être. Puis je pense que le plus gros red flag, c'est de ne pas écouter son gut feeling sur le fit avec l'individu. Parce qu'à the end of the day, là, ça reste que c'est des humains. Bien sûr. Puis des humains qui vont devoir collaborer ensemble. Fait on parle de planifier après la transaction. Nous autres, on est là-dedans. En ce moment, l'année dernière, on a intégré 4 ensemble. Là. Tu disais 9, là, fait que je t'écoutais, j'étais comme ouf. Il y a une compétition entre les deux. Écoute, je garde mon 4, je te laisse ton 9. Nous, on a un défi colossal là, d'intégrer parce qu'on a grandi rapidement. On a passé de 150 à 600 personnes en 2 ans et demi. T'sais. Fait que comment on fait suivre les systèmes, comment on systématise nos façons de faire, comment on forme notre monde, ça a été excessivement difficile. Là. C'est super le fun d'être ici puis vous parler d'M&A aujourd'hui, mais la semaine, elle ne ressemble pas à ça. Là. On s'arrache les cheveux un peu à savoir pourquoi on n'a pas bien fait ça. Tout ça. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Le troisième, peut-être, conseil ou red flag, c'est écoutez-vous. Là. Honnêtement, il n'est jamais trop tard pour vous sortir d'une transaction. Je réutilise ce que tu disais tantôt, mais des fois, la meilleure transaction, c'est celle qu'on ne fait pas. Puis moi, j'ai fait l'erreur, je ne dirais pas laquelle, mais j'en ai fait une qu'à la fin, j'ai fait de reculons, puis
Je le sentais plus, puis je la regrette encore aujourd'hui. Tu sais. Oh, wow. Je pense qu'il y a vraiment une notion de s'écouter, puis quand à un moment donné, on le sent plus, puis on est plus excité. Là, je pense que j'avais dit ça sur ton podcast, Antoine. Tu sais, t'es-tu aussi excité à la fin? Là? Ouais. Quand vraiment le mariage il commence, là, Bien sûr. quand tu signes le chèque, il faut que tu sois aussi excité. Là. Bien sûr. Fait que, voilà. Ben, c'est des bons conseils, Vincent. Toi, t'en as fait, Vincent Kelly, t'en as fait beaucoup d'acquisitions. Leçons importantes que tu pourrais partager avec notre audience? Premièrement, moi, je crois que les acquisitions, ça se travaille bien en avance par la culture d'entreprise, ta culture d'entreprise. Des acquisitions, tu vas être respecté par la cible si tu as une bonne culture d'entreprise et surtout, sûrement, si tu en as une meilleure que la cible que tu vas acquérir. On l'a vécu, nous, dans plusieurs fois. On était mal reçus au début, le monde apprend à te connaître et tout de suite après, ben, ça passe bien. Pas de départ, pas de démission, puis la roue embarque. Tout part de la culture d'entreprise. Donc, la culture d'entreprise est très, très, très importante d'être solide et de respecter ce que vous dites. Ne change jamais le discours. Tiens-le du début jusqu'à la fin. Si tu dis quelque chose, tu le fais et tu t'engages avec une poignée de main, puis tu changes pas, puis ça parle dans un domaine. Donc, c'est important de respecter ce qu'on dit. Alors, la culture d'entreprise, ça a été de un pour nous la chose qui a été le plus importante. On a réalisé pendant nos acquisitions que on se dit, une compagnie qui pompe de la marde. Ça, c'est pas sexy, hein? Ben oui, c'est ça. Pompe de la marde. Puis, ben pourtant, on a une maudite belle culture d'entreprise comparativement à bien d'autres compagnies. Alors, ben on a décidé de se respecter là-dedans et de la peaufiner, de la travailler, de l'améliorer, de toujours organiser des plus beaux parties, puis de tenir ça solide pour avoir des bons représentants de notre entreprise qui allaient aller pendant l'intégration avec la cible, passer du temps, peu importe. Donc, il faut que tu t'assures que tu vas mettre les bonnes personnes en place, que tu vas mettre le spécialiste là, de l'intégration. Là, il doit être solide en communication, il doit être solide en relation, il doit être solide en politique. Parce qu'il doit savoir comment parler, quoi dire, quoi pas dire. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué qui est important. Et il faut pas s'emballer. Faire des acquisitions, c'est pas une question d'émotion. Il faut les mettre de côté complètement, les émotions, puis les laisser aux vendeurs. Vous allez voir, les vendeurs, c'est plein d'émotions. Puis des acheteurs aussi qui ont pas d'expérience, mais des acheteurs avec expérience, c'est complètement différent. Quand tu es acheteur puis tu as de l'expérience, tu le sais. La première affaire, ben, tu signes un NDA, une entente de confidentialité, la personne t'envoie ses chiffres, commence à travailler le dossier, par la suite, va plus loin ou pas, contrat préliminaire, là, on tombe dans le due diligence. Due diligence, ça veut dire qu'on va tout vérifier l'entreprise, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 6 mois, peu importe, ça peut durer plusieurs mois. Par la suite, on tombe dans le contrat final. Mais c'était tout beau jusqu'au contrat final. Vous allez voir, quand c'est le temps de signer le contrat final, là, et le vendeur, il tire tout le temps. Il tire, puis il faut pas y en vouloir. Le vendeur vend son entreprise, puis vous allez sentir que vous étiez rendu chum entre les deux. Vous étiez rendu chum jusqu'à là. Donc, quand il va, ouais, c'est ça. Quand il va commencer à te manquer de respect, ben regarde-le, reste poli, reste serein, prends le temps de respirer et fais-lui réaliser que tu fais pas ça pour le mal, mais tu le fais à cause des chiffres, à cause des choses qui sont écrites. Ouais. Donc, de le respecter là-dedans et de rester poli et de continuer à maintenir sa parole du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et on le réalise avec le temps. Bonne culture, garder sa parole, garder son sang-froid pendant l'acquisition, bien négocier, pas trop accepter, mais quand même être capable de céder sur certains points. Il faut se questionner. Est-ce que l'ancien propriétaire va rester en place? Est-ce qu'il va pas rester en place? Je veux pas être plate, là, mais ça marche jamais. Je n'ai jamais vu que ça marche, un ancien propriétaire qui reste en place. Jamais. Vous ferez bien ce que vous voulez, là. Partez dans la prémisse que vous allez vous ramasser avec la marde. Si vous achetez l'entreprise, non, vous allez vous ramasser avec ce qui va venir avec, c'est sûr et certain, à moins qu'il y ait des parts dans l'entreprise. Nous, on a acheté complètement les entreprises. Alors, on a ramassé ce qu'on devait ramasser par la suite. Et dans tous les cas, ben, on a continué. Alors, ça a toujours été ça. C'est des acquisitions. Faut y aller stratégiquement puis humainement. Un entrepreneur qui est entrepreneur toute sa vie, s'il vend son entreprise, c'est qu'il y a une raison, puis il veut pas continuer. Là. Puis sérieusement, vous ne tirez pas 100% de son profil ou de sa personne, à part si c'est stratégique, avec des parts dans l'entreprise, peu importe, mais nous, c'était pas ça dans nos cas. Alors, je vous encourage,
allez-y, essayez-le, vous le faites une fois, puis ça devient quelque chose qui est comme faire du vélo. À un moment donné, tu le fais, tu sais comment faire du vélo, ben faire des acquisitions, c'est la même affaire. Ouais. Ben écoute, je pense que tu es en train de te craquer toi-même, là. Hein? Vincent, il veut pas relaxer, il est en train de se craquer lui-même. Bon, je terminerai. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, après avoir terminé tout ça, si vous avez des questions, on va en prendre 2 ou 3, donc n'hésitez pas. Le micro est où, Alexis? Là-bas? OK, bon. Simon, je vais terminer avec toi. Vous vous lancez avec Workleap, comme tu l'as mentionné, dans un plan d'acquisition. C'est une des raisons pourquoi vous avez levé autant d'argent avec la caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'on regarde dans les entreprises? Les critères primordiaux, au-delà de l'offre du produit, quels sont les critères qui sont primordiaux à vos yeux avant d'aller de l'avant avec ces acquisitions-là? Je pense que ça va rejoindre un peu ce qui a été dit avant. Là. C'est sûr, le fit culturel, tu t'assures, tu achètes une business avec des gens que tu as envie de travailler avec. Bien sûr. Puis je pense que des fois, on a peut-être, je dis pas par expérience avec les acquisitions qu'on a fait, mais je pense qu'on a tendance peut-être à se laisser impressionner, ou on est peut-être dans le feu de l'action, on prend peut-être pas le temps de creuser assez pour s'assurer vraiment que c'est des gens avec qui on a envie de travailler. Dans notre cas, c'est sûr qu'on regarde, nous on achète, on observe différents angles, mais je dirais qu'en ce moment, c'est des business, on achète des produits qui ont de la clientèle, des revenus. On veut acheter des business qui sont établis. Dans notre cas, c'est sûr qu'on a fait, tu sais, Didax, il était une dizaine de personnes. Pingboard, il était une quarantaine de personnes. Fait qu'on a fait attention quand même de faire des acquisitions qu'on pouvait digérer. Bien sûr. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu me demandes, on en fait une autre. Ouais, on va peut-être être plus grosse, mais on va faire attention quand même parce que c'est la job. Puis tu veux, au prix que tu payes pour faire des acquisitions en technologie, tu veux quand même en tirer profit. En tirer profit. Fait que mais en même temps, sans révéler tout ce qu'on fait, là, mais j'observe, je regarde aujourd'hui de la tech. Je regarde des business qui ont peut-être échoué dans leur marché contre un autre compétiteur, mais leur tech est quelque chose qui pourrait m'aider à faire autre chose. Fait que j'essaie quand même on essaye d'être quand même assez créatif. Bien sûr. Sur ce qu'on pourrait faire avec un marché rempli de compagnies qui... Bien sûr. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Puis... Mais non. Fait que fit culturel, une clientèle. Puis une certaine taille. Une taille d'acquisition qui respecte notre ambition actuelle puis notre capacité actuelle. Mais ouais. Puis évidemment, être capable de justifier pourquoi on fait l'acquisition. Tu sais, on parlait des erreurs juste avant. Là, je pense que de ne pas avoir un plan clair sur ce que tu vas faire avec, au prix qu'on paye, c'est mieux d'avoir un plan. Ouais. Parce que si tu achètes une business puis tu vas voir après qu'est-ce que tu vas faire avec, comme ça peut marcher, là, mais il faut que ça se passe. Ça se peut que ça marche pas aussi. Il faut que tu aies un cookbook, il faut que tu aies un livre de recettes, tu le suis, puis si tu veux t'habituer à le faire puis le faire bien, il faut que tu saches ce que tu vas faire avec ça. Fait qu'on on s'assure d'avoir ce plan-là. Écoutez, messieurs, Vincent Kelly, Simon Deben, Vincent Gottschall, merci beaucoup. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît.